Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec, le podcast. Aujourd'hui, émission 79, l'année de ma naissance. Ben oui, ça ne me rajeunit pas. Je suis avec Sébastien. Ça va bien, Sébastien? Salut Patrick, ça va super bien. Merci de l'invitation. Hey, c'est le fun de te recevoir. On a juste vu des beaux commentaires sur ton gin. La bouteille est là, flambant neuve. Je viens d'enlever le plastique, même pas ouverte encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui sent, mais j'ai une idée d'après qu'est-ce qui est écrit en dessous. Mais avant d'aller là, présente-toi un peu. T'es qui? Pourquoi tu as décidé de faire un gin? Ça sort d'où? Fait que je t'écoute, Sébastien. Bien sûr, Sébastien Clécheroy, je viens de Québec, je suis installé à Montréal. Je suis quelqu'un qui œuvre dans le domaine de la restauration depuis mon tout jeune âge, puis des bars dès que j'ai eu 18 ans. Puis de fil en aiguille, j'étais vraiment passionné de tout ce qui était alcool et tout ça. Puis je me suis illustré aussi comme mixologue dans des compétitions, des choses comme ça. Sauf que moi, de savoir, de comprendre et de voir comment les choses étaient faites, c'était très important pour moi. Puis quand j'ai eu environ 24 ans, j'ai commencé à développer vraiment une passion beaucoup pour le domaine de la distillation vraiment. Puis j'ai lu toutes sortes de livres, autant sur la distillation que la chimie des saveurs, la chimie moléculaire, tout ça. Et puis donc j'ai saisi l'opportunité, là, ça fait 2 ans déjà que je suis sur le projet, fait qu'il y a environ 2 ans exactement, de me lancer dans cette belle aventure-là. Puis ça fait maintenant depuis début février, nos premières bouteilles sont arrivées sur les tablettes pour Fujin, notre premier produit. Oui, puis ben, comme je disais, des beaux commentaires sur SQ.com, là, parce que les gens peuvent noter depuis à peu près un an, puis à date, il y a juste du beau. Fait que comment ça Oui. s'est passé? Là, tu as l'idée. Tu as dit, OK, je tripe distillation, j'ai le goût de faire un gin, j'ai pas 1 million à mettre dans une bâtisse puis un alambic. Comment ça se passe après? Ben, tu sais, comme évidemment, l'idée numéro un, bon, c'est de dire, OK, je vais partir une distillerie, je vais distiller mes affaires et tout. Puis quand tu fais une bonne étude de marché, tu réalises, tu sais, que le fait qu'il y a tellement de distilleries aujourd'hui au Québec, puis c'est des distilleries qui sont souvent très bien équipées, qui sont aussi œuvrées par des gens qui ont beaucoup d'expérience, par des passionnés. Puis moi, j'ai vu ça comme étant vraiment une opportunité. Fait que je me suis dit, tant qu'à dépenser énormément d'argent puis d'augmenter évidemment le risque financier du projet, pourquoi est-ce que je n'irais pas voir s'il y a je peux aller chercher des partenaires stratégiques pour ce projet-là? Et puis, j'ai contacté quelques distilleries et tout, puis je me suis entendu avec l'équipe de Pascal, les Subversifs, qu'on connaît tous très bien, qui font une trentaine de produits, si ce n'est pas plus, à la SAQ. Puis, tu sais, l'équipe des Subversifs, ils ont sorti le premier gin québécois en 2011, Pigeon Ricus, qui était un succès, qui est selon moi un des très bons gins qui a été fait au Québec. Puis c'est une équipe qui sont super bien rodés. Ils ont une distillerie vraiment à la fine pointe de la technologie, là, assez impressionnante à voir. Fait que moi, c'était que du positif. Puis, on a décidé de faire affaire avec eux pour le volet vraiment production, donc distillation et embouteillage. Cool. Puis c'est ça, là, t'es approché, ça fit. Après, c'est quoi les prochaines étapes que tu dis, ben, OK, j'ai trouvé où est-ce que je vais le faire, mais là, tu n'as pas ta recette encore, là. Effectivement. Effectivement, puis on n'est pas passé par les chemins les plus faciles pour faire la recette parce que moi, j'avais des projets ambitieux, mais aussi toutes sortes d'idées. Tu sais, quand je travaillais dans le domaine de la mixologie, j'étais du genre à faire vraiment des concoctions audacieuses, si on veut, fait que mélanger des ingrédients qui font pas l'unanimité ensemble, des choses comme ça, pour souvent donner des résultats, des résultats non attendus et intéressants. Donc, évidemment, moi, j'avais pas tout le matériel pour faire des tests dans mon sous-sol. J'en ai fait dans la mesure du possible, mais quand tu viens à faire des contrôles chimiques et des choses plus avancées pour respecter les normes de la SAQ, ça te prend de l'équipement, puis ça te prend des gens qui sont certifiés. Donc, j'ai fait affaire avec le Centre de développement bioalimentaire du Québec. C'est un gros laboratoire d'agroalimentaire basé à la Pocatière, dans le bas du fleuve. Et puis, j'ai eu une équipe là-bas de chimistes qui m'ont vraiment aidé à développer la recette, qui ont fait des tests aussi, qui ont fait des tests d'échelle, des tests de rendement. Puis, fait que j'ai eu une équipe vraiment, vraiment talentueuse et très professionnelle avec le CDBQ parce que moi, j'avais une idée de ce que je voulais mettre dans le gin, mais je voulais surtout faire plein de tests. C'était vraiment ça que je voulais faire. Puis, quand on a créé la recette, ça s'est étendu sur 6 à 9 mois, juste la création de la recette. Puis, on a distillé individuellement une quarantaine d'aromates. Fait
toutes sortes de plantes qu'on les a juste distillées tout seul, puis on a goûté pour dire si c'est intéressant, si c'est pas intéressant. Puis une fois qu'on a sélectionné, on avait une quinzaine de plantes au départ. La recette finale a 13 aromates. Ben là, on a commencé à faire des tests d'assemblage pour savoir qu'est-ce qui était le mieux dosé avec quoi, qu'est-ce qui apportait un côté intéressant, qu'est-ce qui donnait une profondeur, puis aussi qu'est-ce qui était peut-être too much, qu'est-ce qui allait empiéter sur les autres. Puis c'est tellement une question de précision, de technicalité quand on fait de la distillation. Puis je pense que les gens le savent bien, les gens qui sont dans le domaine. Mais on est vraiment, vraiment heureux de ce qu'on a fait. Puis moi, l'idée que j'avais en tête, c'était de faire un gin au concombre à la base parce que je suis un fan de gin au concombre, puis que je voyais ça comme étant un produit qui avait une place sur le marché québécois. Quand j'ai eu cette idée-là, évidemment, ça fait 2 ans, fait que depuis ce temps-là, il y a d'autres gins aussi qui sont sortis. Mais tu sais, moi, je m'inspirais beaucoup du Hendrix, en fait, parce que c'est un gin que j'aime beaucoup, qu'on connaît bien, mais je voulais surtout faire un gin qui était conçu pour être bu sur glace ou neat, ou principalement en martini, étant donné que je suis aussi issu du monde des cocktails et tout. Moi, je ne voyais pas ça comme un gin de gin tonic précisément. Je ne voulais pas qu'on doive ajouter 4 onces de tonic pour qu'on puisse apprécier mon gin. Je voulais qu'il s'apprécie vraiment tout seul. Et donc, avec l'amalgame de saveurs qu'on a développé puis les techniques qu'on utilise, je pense qu'on est arrivé à un résultat qui nous satisfait beaucoup. Du moins, c'est ce que les commentaires disent. C'est ce que les premiers résultats de compétition disent aussi. Fait qu'on est bien, bien, bien content de ça. Résultats de compétition, veux-tu nous en parler? Oui, on a participé à 2 compétitions internationales, le International Spirit Challenge et puis le International Wine and Spirit Competition, qui les 2 sont basés en Grande-Bretagne. Dans les 2 cas, on a eu des médailles d'argent. Puis c'est 2 compétitions qui sont assez étoffées dans le domaine. Là. Entre autres, le IWSC, la dernière que j'ai mentionnée, ils reçoivent 4000 produits de 93 pays différents. Puis pour cette compétition-là, on a eu la meilleure note pour un gin québécois dans notre catégorie, donc dans la catégorie gin contemporain. On était très heureux de ça. Puis c'est parce que c'est une belle tape dans le dos, en fait, de gagner ça. Puis quand tu vois la liste des résultats, tu vois les autres produits auxquels tu peux, toi, si on veut te comparer, que ce soit des gins québécois ou même des gins internationaux, que tu vois quelle note qu'ils ont eu, puis ensuite tu vois quelle note ton produit a eu, jugé par des experts, c'est toujours une belle tape dans le dos de voir que tu performes bien. Donc, il y avait beaucoup de noms assez illustres qui étaient présents à cette compétition-là. On a eu des notes, on a eu des très bonnes notes, meilleures notes, comme je disais, pour un gin québécois dans la catégorie gin contemporain. Fait qu'on était très, très, très heureux de cette belle nouvelle-là. Ça commençait bien les choses. Ça fait quelques semaines que je parle avec du monde, justement, qui font affaire avec les subversifs, qui vont distiller chez eux. J'ai parlé aussi avec d'autres qui ont leur distillerie pour leur affaire. Puis c'est drôle parce qu'il y a une espèce de pattern qui revient. Même ceux qui ont leur distillerie passent par le CDBQ, aller chercher le R&D avec vraiment des experts, ceux qui ont les labos puis le matériel aussi pour faire ça. Parce que je ne pense pas que tu pourrais t'installer chez les subversifs et dire OK, là, on distille rien que de ça aujourd'hui, rien qu'un aromate. Puis le temps d'alambic n'est pas le même. Là. Ça se rentabilise moins bien en recherche et développement. Fait que c'est cool de voir que tu as des ressources que tu peux utiliser. Puis que même s'ils ont aidé un autre à faire un produit aussi, mais ils sont pas. Ils ne vendent pas des punchs, ils vont t'accompagner dans ta recherche à toi. Fait que c'est le fun. Là. Oui, puis honnêtement, moi je trouve ça beau au Québec qu'on on développe vraiment une culture de spiritueux qui est propre à nous. Les gens sont à la recherche de qualité, dans 90% des cas. Les gens sont à la recherche de qualité. C'est sûr qu'il y a un objectif de rendement qui est non négligeable, surtout quand tu fais affaire avec la SAC. Je pense que tous les distilleurs ont cette vérité-là, en fait, cette réalité-là qu'ils doivent affronter à tous les jours, d'être rentable avec la SAC, qu'on connaît bien. Mais tu sais, avec le CDBQ, avec les distilleries, avec l'entraide qu'il y a dans le domaine, moi, je trouve ça fantastique. Puis tu pourrais demain matin décider de faire un gin plutôt classique, puis tu aurais toutes sortes d'options pour t'aider dans le développement de ta recette, ou tu pourrais faire quelque chose de plus élaboré, avec plus de recherche, plus de R&D. Puis tu aurais aussi des options. Puis dans mon cas, moi, je pense que c'était vraiment une ambition de tester toutes sortes d'affaires. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a décidé 42 aromates, puis il y en a quelques-uns qu'on a écartés, il y en a d'autres qu'on dit ça va être bon pour le Fujin, puis il y en a d'autres qu'on a dit ça va être bon pour une prochaine recette. Donc, rien ne se perd évidemment dans tout ça, puis voilà. On a parlé avec des distilleries. Souvent, le processus est quand même assez laborieux d'aller chercher les permis, puis tout le kit, les locaux. Comment ça se passe quand tu as l'idée de faire un gin? Ça te prend-tu certains permis ou comment que ça marche, ce côté paperasse pour arriver avec ton produit?
Ouais. C'est une bonne question, là. Le plus compliqué, c'est de dealer avec la SAQ, honnêtement. Tu as besoin de, si je ne me trompe pas, 3 accréditations de la SAQ pour pouvoir proposer un produit. Et ça, c'est si évidemment, tu sais, comme dans mon cas, à moi, aux yeux de la SAQ, le producteur de Fujin, c'est les Subversifs parce que c'est eux qui ont le permis et tout ça. Donc, moi, je n'ai pas besoin de permis de production, évidemment. Donc, ça sauve des coûts, ça sauve des risques aussi là, pour l'entreprise derrière ça. Mais il faut faire des démarches avec la SAQ. Il faut que tu incorpores ton entreprise pour entamer ces démarches-là avec la SAQ. Puis ensuite, c'est d'être accepté. Donc, tu dois être accepté comme agent, tu dois être accepté comme fournisseur, puis comme quelqu'un qui peut déposer une offre à la SAQ. Je ne me rappelle plus des termes exacts, ça fait longtemps que je les ai faits. Mais tout ça, c'est des délais. C'est des coûts, c'est des risques, évidemment. Moi, je faisais ça, j'avais un autre emploi à temps plein, donc je faisais ça en attendant, tu sais. Fait que tu as 1 an dans ton démarchage à peu près là, qui peut prendre beaucoup de temps, puis qui est sur des délais variables aussi, parce que la SAQ, c'est toujours 1 semaine à 12 semaines qui vont te répondre, tu sais. Puis je fais du pouce là-dessus. Dans mon cas, moi, l'histoire a été un peu rock'n'roll parce que ça nous a pris 1 an et quasiment 3 quarts à mettre un produit sur les tablettes parce qu'on a tombé dans les périodes de la grève et tout ça, tu sais. Moi, tu sais, quand tu arrives pour déposer ton offre de produit à la SAQ, au jour J, il faut que tout soit prêt. Fait qu'il faut que tu ailles évidemment tes étiquettes, c'est-à-dire il faut que tu ailles ton branding de fait de A à Z, mais aussi tes images d'étiquettes et tout ça. Il faut que tu ailles ton produit, il faut que tu ailles ton coût, il faut que tu ailles tes codes barres enregistrés au Canada. Il faut que tu ailles, tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles le poids de tes bouteilles, il faut que tu ailles la dimension exacte de tes boîtes, etc. Puis une fois que tu soumets ça, la SAQ va répondre à ton offre de produit entre 2 semaines et je pense que c'est 16 semaines qu'ils écrivent. Puis dans mon cas, ça a été 12 semaines. Fait que c'était 3 mois d'attente où est-ce qu'on attendait, puis on se tournait les pouces, puis c'est ça. Puis après ces 12 mois-là, quand ils ont dit on accepte ton produit, il y a eu des délais à cause de la grève. Après ça, on a eu un problème d'étiquette. Fait que, tu sais, bref, ça a eu. C'est toutes sortes d'embûches qui sont du temps, du stress, des coûts supplémentaires, des choses comme ça. Mais bon, écoute, faut continuer, il faut avancer si on veut arriver, si on veut arriver à la ligne d'arrivée, si on veut. Là, tu as enregistré ton entreprise qui ne s'appelle pas Fujin. Non, les spiritueux SCR, c'est le nom de l'entreprise. Pourquoi? Écoute, honnêtement, il fallait un nom. On avait déjà le nom du produit, mais on savait qu'on allait faire plusieurs produits, puis on a mis ce nom-là, sachant très bien que au registre des entreprises du Québec, on peut le changer éventuellement. Tu sais. On a vu des entreprises comme celle de Duvernois qui l'ont fait, tu sais, des choses comme ça. Donc ça se fait bien. Les spiritueux SCR, c'est comme ça que ça s'appelle pour l'instant. Peut-être pour rester, peut-être pas, qui sait. Fait que Fujin, ça vient d'où ce nom-là? C'est où que ton idée est venue de dire ah, ça va être fou comme histoire, on l'appelle Fujin? L'histoire de Fujin, c'est pas nécessairement, tu sais, le nom est pas basé sur l'histoire ou sur le produit en soi. Je pense que c'est plus une question d'univers, de marque et de choses comme ça. Tu sais, on voulait un produit que le nom allait être mémorable. Tu sais, si on nomme 10 gins au hasard à la SAQ, peu importe, peut-être que Fujin va résonner ou ça va être plus facile aussi à se rappeler, quoi que ce soit. C'est un nom aussi qui était intéressant pour l'international. Puis quand on a développé Fujin, j'étais avec une équipe pour la création, pour le branding et tout ça. Moi, j'ai étudié dans ce domaine-là, donc j'avais beaucoup de contacts aussi quand on s'est assis. On a fait des focus groups, des brainstorms, des choses comme ça. On a fait des études de marché avec le nom, puis avec d'autres noms. Puis Fujin ressortait beaucoup. Fait que ça, c'est le point de vue technique, mais le point de vue créatif derrière le nom Fujin, c'est que on voulait vraiment représenter ça, on voulait représenter les émotions, un point de vue humain derrière le produit, puis quelque chose auquel les gens allaient pouvoir relate. Tu sais, Fujin, c'est basé sur l'expression lâcher son fou. C'est de là que ça vient vraiment. Donc, c'est lâcher son fou, qui est une belle expression québécoise dans nos patois. Puis, on a aussi toutes sortes d'expressions qui sont liées au mot fou. Donc, tu sais, avoir un fou rire, fou comme un balai, plus on est fou, plus on rit. Tu sais. Fait que, bref, c'est ça qu'on a aimé. Puis ça se reliait vraiment aux valeurs et aux missions de l'entreprise. Parce que moi, quand j'ai développé mon produit, je voulais pas faire un gin pour faire un gin, puis faire ça à temps partiel, puis dire hey, j'ai un produit à la SAQ, puis that's it. Je voulais vraiment faire un projet, puis j'ai des ambitions par rapport à ça. Donc, quand je suis arrivé avec mon idée d'entreprise, j'avais aussi des valeurs qui l'accompagnaient. Et puis, c'est ces valeurs-là, puis ces idéaux-là qu'on a pris en considération, qu'on a développé le nom et l'univers de marque de l'entreprise. Puis ces valeurs-là, je peux rentrer dans le sujet, évidemment, ben, c'était beaucoup au niveau de l'environnement, puis au niveau de la culture québécoise, la culture locale, donc l'art en général, la musique, c'est ce genre de choses-là. Puis ça, c'est les 2 commitments, si on veut, que Fujin a.
au niveau de l'environnement, ce qui est intéressant avec notre produit, c'est qu'on s'est vraiment concentré pour avoir un des packaging les plus éco-responsables qui est possible de faire en ce moment à la SAQ. Puis quand je dis packaging éco-responsable, on a une bouteille qui est faite en verre 100% recyclé. Une belle couleur verdâtre aussi. Donc, c'est du verre qui est certifié post-recycled consumption. Donc, ça veut dire que c'est du verre qui a une deuxième vie au final, ou une troisième ou une quatrième vie. C'est tous du verre qui a été jeté, qui a été jeté auparavant. Quand on regarde des bouteilles en verre 100% transparent, c'est du verre Flint ou extra Flint qu'on dit. Puis ça, on a un maximum de 20 à 40% de verre recyclé parfois. Donc, nous, on a vu l'opportunité d'aller vers du verre recyclé. Ça a ses risques, ça a ses périls, mais on voulait quand même y aller parce que c'est un statement. On était les premiers, mais Distillerie Cômont aussi le font maintenant. Donc, on est 2 personnes à avoir des bouteilles en verre 100% recyclé au Québec. Puis je trouve ça beau. Je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Puis si nous, on a réussi à le faire avec Fujin, je pense que tout le monde est capable de le faire. D'avoir ce sourcing-là de produits responsables. Parce que clairement que c'est plus responsable d'aller prendre des bouteilles en verre recyclé que d'aller prendre des bouteilles qui vont parfois venir de Chine, qui vont parfois venir de très loin pour le verre recyclé. Outre ça, on a aussi un bouchon qui est fait en bois totalement naturel, donc on n'a rien de synthétique. On n'a rien non plus qui est fait en Chine d'ailleurs sur la bouteille. On a des étiquettes qui sont faites en carton jusqu'à 90% recyclé. Donc déjà là aussi, on fait des efforts, puis on a eu beaucoup de problèmes d'étiquettes à cause que c'était du carton recyclé, mais ça, on ne le savait pas quand on s'est lancé là-dedans. On a nos caisses de transport, c'est du bois, c'est du carton recyclé aussi à 100%. Ensuite, bref, tout le packaging est vraiment pensé de A à Z dans la mesure du possible pour que ça soit éco-responsable. Puis, je ne suis pas en train de dire qu'on est le produit le plus éco-responsable à la SAQ parce qu'on n'est pas un gin bio. Puis les gins bio, les alcools bio, je salue les gens qui se lancent dans cette course-là parce que c'est très périlleux, c'est très risqué aussi. Ça prend des coûts, ça prend beaucoup de recherche faire du bio à 100%. Donc, je salue les gens qui le font. Souvent, le coût de ça va aussi se refléter sur le prix de vente du produit. Moi, mon but avec Fujin, c'est aussi d'avoir quelque chose qui était relativement abordable. On est à 46 $, donc c'est vraiment dans la moyenne pour les gins fabriqués, distillés au Québec. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on est le gin le plus éco-responsable au Québec, mais je peux dire avec fierté qu'on est un des gins au packaging le plus éco-responsable. Un des spiritueux, en fait, au packaging le plus éco-responsable au Québec. Puis ça, on en est très fiers. Donc ça, c'est vraiment pour le volet éco-responsable. Puis je pense aussi que ça se reflète dans toutes les choses qu'on fait, l'entreprise à l'interne qui se reflète moins. Mais nous, c'est pas... L'éco-responsabilité, c'est pas une question de marketing, c'est vraiment une question de valeur. Puis moi, je suis quelqu'un qui croit férocement en le développement durable et la responsabilité sociale de l'entrepreneuriat en 2022. Donc, il fallait que je le fasse de cette façon-là. Donc, même à l'interne, on est sans papier, on utilise toutes sortes de choses recyclées de la façon qu'on peut. Fait que, je pense que c'est plus un mindset, si on veut, une attitude que d'autres choses. Mais ça donne un produit auquel on est très fier. Et puis l'autre commitment, si on veut, l'autre engagement de Fujin, c'est aussi par rapport à la culture québécoise, aux artistes. Donc nous, on investit une grande partie de notre marketing directement dans des artistes, soit que ça soit des artistes visuels, des designers ou des musiciens tout simplement. Donc moi, quand je fais mon budget marketing, au lieu de mettre ces sommes-là sur des réseaux sociaux comme Facebook, ce qui serait facile à faire, au lieu de faire des contrats avec des influenceurs qu'on voit beaucoup, nous, on va vraiment aller voir des artistes, des choses comme ça, puis on va essayer de les encourager pour vraiment véhiculer la culture d'ici. Des choses concrètes qu'on a faites déjà, on a sorti une ligne de marchandises, donc de vêtements qui sont faites éco-responsables, qui sont désignés par un artiste de Québec. Puis c'est vraiment des belles pièces de vêtements. C'est fait, les chandails sont 100% coton bio, 100% fait au Québec, désignés par un artiste d'ici. Et sur ces chandails-là, nous, on ne fait pas de profit. Les profits sont vraiment remis à l'artiste. Donc, c'est une façon pour nous de véhiculer l'art tout en mettant notre marque out there, si on veut. Puis on est en train on a des choses qui vont être annoncées bientôt, mais on est en train de poser plusieurs actions concrètes dans le milieu artistique de la musique au Québec. Donc, on prend des ententes avec la SOCAN, qui est l'organisme qui vient en aide aux artistes indépendants. On prend entente avec des artistes concrètement pour les aider à développer leur musique, tout ça. Donc, puis la raison pourquoi on fait ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent se demander c'est quoi le lien, évidemment. Le milieu de la culture est étroitement lié au milieu des spiritueux, je pense. Puis quand on regarde dans d'autres pays, tu as des marques comme tu as certaines marques de vin en France ou tu as des marques de cognac comme Hennessy ou Courvoisier qui ont énormément contribué à la culture américaine musicale au fil des années.
Puis il y a vraiment un lien qui s'est fait entre ces spiritueux-là, puis les musiciens et tout ça. Puis moi, je trouve ça simplement beau. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. Puis quand on regarde les musiciens au Québec, le Québec est compliqué au niveau de la musique parce qu'on est seule province française de 8 millions d'habitants, entourée de provinces anglophones. Donc les artistes francophones ont beaucoup de misère à percer. Ils doivent marcher sur des subventions beaucoup. Puis nous, Fujin, on s'est dit qu'on allait encourager, soutenir ce milieu-là de la façon qu'on pouvait. Parce que c'est beau de le faire, mais aussi parce qu'on est passionné en général à l'interne de musique et d'art et de choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est des choses auxquelles nous, on croit. Donc, c'est toutes ces choses-là qui, au final, ont donné Fujin qu'on a aujourd'hui, le brand et le produit. Puis, c'est quelle échelle à peu près tes caisses de carton, ton bouchon, tes étiquettes, ta bouteille, c'est-tu à peu près du simple au double si tu avais fait tout de Chine ou ce que tu as réussi à trouver? Les bouteilles, c'est relativement plus cher. Nos bouteilles, nous, ils viennent d'Espagne. Ce qu'il faut savoir, là, je parle de la Chine depuis tantôt, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas de bouteilles de spiritueux au Québec. Il y en a qui est faite aux États-Unis, qui serait notre voisin le plus proche, sauf qu'ils sont aussi très dispendieuses, puis c'est compliqué pour l'import, aussi très compliqué. Moi, quand j'ai regardé les options de verre recyclé, c'était seulement en Europe que ça se faisait. Donc, on est opté pour du verre recyclé. Mais je connais peu de distilleries, honnêtement, qui sourcent leurs bouteilles en Amérique du Nord. Là. La seule option serait vraiment aux États-Unis. Puis je sais que c'est très complexe. Donc, la plupart vont se sourcer en Europe puis en Chine. C'est sûr qu'en Europe, c'est plus cher. Mais tu as une meilleure qualité aussi, en général. Puis tu as... Mais je dirais moins de risques parce qu'en Chine, il y a beaucoup d'histoires d'horreur qui arrivent, des histoires de qualité ou des choses qui causent, des choses comme ça. Bref, c'est des choses qu'on a entendues dans le domaine. Mais pour répondre à ta question, la bouteille, on est proche de 50%, 100% de ce qu'on aurait pu avoir de moins cher. Le bouchon, c'est considérable aussi. Là. Le bouchon est quand même relativement plus cher, mais c'est des c'est des super beaux bouchons aussi que nous, on essaie le plus possible de réutiliser. Ceux qu'on récupère, on va les relaver pour les réutiliser et tout. Les étiquettes, c'est pas tant plus cher que ça. Je pense que c'est une question de 25-30% plus cher, sauf qu'on a eu vraiment des problèmes parce que il y en a peut-être à la maison qui ont écouté le podcast, qui ont vu que nos étiquettes décollaient sur les bouteilles. Nous, c'est un gros problème qu'on a eu parce que les étiquettes en carton sont plus épais, puis ils ont besoin d'une colle plus forte pour coller. Et nous, à cause qu'on a un visuel qui est à l'intérieur de notre bouteille, comme ça ici, ça fait qu'on avait 3 couches d'épaisseur pour l'étiquette de dos. Et ça faisait vraiment que les étiquettes décollaient à cause que la colle n'était pas assez forte. Fait que ça a été un problème vraiment qu'on a eu. Mais là, on a réussi à corriger ce problème-là en modifiant les visuels et en modifiant la grosseur de l'étiquette. Fait que là, on n'est pas sur 3 couches. Fait que ça colle beaucoup mieux. Mais c'est une autre péripétie qu'on a eue qui est le risque, je pense, de faire affaire avec du matériel qui est plus éco-responsable, si on veut. Là, tu parles de la difficulté, l'impossibilité de t'approvisionner en verre recyclé ou en verre tout court au Québec. Je sais que la SEQ travaille fort là, avec la consigne qui s'en vient. C'est de trouver un partenaire pour récupérer tout ce verre-là qui va être récupéré dans les consignes, puis de se refaire des bouteilles ici, se faire les bouteilles les plus légères possibles, le moins de coûts possible pour le transport, mais déjà que ça va être local, là, puis tout du verre recyclé, ça va être une belle étape de plus. Ça. Oui, la SAQ en parle déjà depuis 2 ans, fait que j'ai bon espoir que ça sorte. J'ai dit plusieurs choses par rapport à la SAQ tantôt, mais en même temps, il y a une beauté derrière la SAQ qui est qu'ils peuvent prendre des décisions pour l'ensemble du réseau qui vont être bénéfiques à tout le monde. Puis ça, c'en est une. Même si ça va coûter cher, au final, c'est des dépenses publiques. Puis je pense que ça vaut la peine pour développer un réseau de réutilisation du verre parce que le verre est coûteux pour l'environnement. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais on est au courant qu'en ce moment, il y a une grosse pénurie de silice dans le monde. C'est la matière première qui sert à faire du verre. Fait que de plus en plus, dans les prochaines années, ce qu'on dit, c'est que ça va être très difficile de se sourcer en silice pour faire du nouveau verre. Donc, se tourner vers la réutilisation puis le verre recyclé, je pense que c'est définitivement la solution. Fait que c'est beau de voir que la SAQ prend cette décision-là. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va être développer. Je pense que c'est une super belle idée, mais j'ai hâte de voir l'exécution de tout ça, à quel point ça va être abordable pour les producteurs, puis ça va être possible. Si la SAQ le permet pour un seul format de bouteille, peut-être que ça va être compliqué, parce que tout le monde a des bouteilles un peu différentes et tout. Fait que j'ai très hâte de voir, mais j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. Bon, on en parle. Est-ce qu'on goûte? Oui, allons-y, écoute. Ça, les aromates que tu as écrits sur l'étiquette, concombre, camomille, houblon citronné. J'imagine que ça va être les 3 qui popent le plus.
Ouais, c'est les trois qui popent le plus. Moi, j'ai beaucoup œuvré dans le domaine de la bière. Je faisais des dégustations, des choses comme ça. Fait que je suis un fan de houblon, tout simplement. Puis je voulais faire un gin au houblon. Je trouve que c'est pas un ingrédient qui est beaucoup utilisé dans les spiritueux. Il y en a qui le font, mais il y en a pas beaucoup. Puis ça pousse tellement au Québec. Puis c'est tellement un produit qui a des aromates puissants. Donc, on utilise du houblon cascade qui est cultivé en Beauce, les jarrets noirs. Donc, c'est cultivé si je ne me trompe pas, à Saint-Bernard. Puis c'est vraiment une belle houblonnière. Nous, on va chercher notre houblon frais là-bas, on le distille, puis ça donne vraiment, tu sais, on n'a pas l'amertume. Là, les gens vont souvent, puis ça, je le mentionne, les gens vont souvent associer houblon à amertume à cause de la bière, les IPA et tout ça. Mais dans la bière, l'amertume du houblon est développée quand le houblon est bouilli pendant très longtemps. C'est là que l'amertume se développe. Mais nous, on distille le houblon on va venir distiller le houblon, mais il ne va pas passer dans toutes nos distilleries, dans nos cas de distillation. Donc, dans notre processus, on s'assure qu'il n'y a aucune amertume qui est lâchée. On va juste garder vraiment la légèreté de l'arôme du houblon. Puis ce que ça va donner, le houblon cascade, c'est un houblon qui est très citronné. Donc, ça va venir se marier vraiment avec la camomille. Super. Nous, quand on a mélangé la distillation de houblon avec celle de camomille, c'était vraiment intéressant, avec les agrumes aussi qu'on utilise. Donc, on a le côté qui est légèrement végétal du houblon et citronné, qui va aussi vraiment se marier avec le concombre. Donc, c'était ça l'idée un petit peu du houblon. Ces trois ingrédients, comme tu dis, qui mettent de l'avant, la camomille, c'est la fleur qu'on utilise principalement. On a trois fleurs, le géranium et le chrysanthème également. Le volet camomille, encore une fois, moi, je trouvais que c'est vraiment une belle fleur à utiliser dans un spiritueux parce que c'est pas une fleur puissante comme la lavande ou comme la rose. Il n'y a pas t'as pas un goût quasiment de parfum, là, si on veut, quand tu vas goûter à de la camomille, tu vas plus avoir un goût vraiment qui va tourner sur le citron, sur la verveine. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis, le concombre, qui est la star de notre gin, qui va apporter vraiment le côté fraîcheur et tout ça. Et puis, on a 10 autres aromates. Là. On utilise la base, évidemment, d'un bon gin. Donc, du genièvre, on a aussi de la cardamome, on a de la racine d'iris, et puis de la coriandre. Puis, on va aussi utiliser du basilic pour donner un petit côté un petit peu plus poivré. Au mélange, on va utiliser du méric baumier vraiment légèrement pour avoir une petite complexité qui va aussi supporter le côté végétal sans être trop sapineux. Là, on est vraiment loin d'être du sapin, puis c'est très léger. Puis finalement, on va avoir aussi des agrumes. On utilise du zeste d'agrumes frais. Ça, c'est quelque chose qu'on tenait absolument à faire parce que le résultat est nettement supérieur, selon moi, à des agrumes séchés, là, qui est le plus couramment utilisé, c'est des agrumes séchés. Nous, on prend des agrumes bio qu'on zeste à la main, donc lime, citron. Puis ça ressemble à ça. Mais tu as raison qu'au nez, c'est vraiment le concombre qui est la vedette. Fait on est loin d'un forestier là, qui va être vraiment bois ou quelque chose comme ça. C'est le concombre. Le côté frais là, qui ressort. Agréable, pas chaud en bouche, là, malgré que 42%, je le dis souvent, mais celui-là, il est particulièrement là, vraiment smooth. Puis le concombre qui enrobe là, le côté végétal, pas salade, mais frais là, d'été, c'est vraiment le fun. Non, c'est pas salade, là, c'est vraiment concombre. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc, je suis content que tu soulèves la douceur aussi. C'est notre lot numéro 2 que tu goûtes en ce moment, c'est celui qui, aujourd'hui, est libéré en SAQ. Donc, dans les prochaines semaines, il va arriver dans toutes les SAQ au Québec. On est vraiment content du lot numéro 2. Là. C'est probablement la meilleure batch qu'on a faite à date. On goûte super bien les arômes. Je trouve qu'on est capable de les identifier assez clairement. Puis le concombre est vraiment là en fraîcheur. Puis c'est pas, corrige-moi, là, vu que tu le goûtes, là, le concombre, c'est pas un punch d'en face. Là, c'est vraiment une souplesse, si on veut, puis une fraîcheur. Juste assez pour que si tu le bois en cocktail, tu vas encore avoir un petit peu de concombre sans que ça soit trop prenant. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, est-ce que tu trouves qu'on a réussi avec succès de faire un gin qui va bien se boire sur glace, par exemple, ou dans un martini? Oui, bien, là, il était encore pur, même pas froid, là, puis il est déjà très bien. Fait que, effectivement, là, c'est quelque chose qui est pur, juste sur glace. Martini, que tu n'as pas, c'est pas 4 pour 1, là, comme tu disais tantôt, un gin tonic. Et j'ai hâte de l'essayer, justement, en martini. Là. Fait que oui, bel job. Tu as raison que c'est pas un punch de concombre, même si c'est lui la vedette. C'est un bel équilibre. Comme ça, j'aurais peut-être pas été capable de te nommer les 12 aromates. Là. Évidemment. Mais quand même, c'est ça, c'est un bel équilibre en douceur puis très rafraîchissant. Là. Puis, tu sais, on a vraiment
nous, on est vraiment venu jouer sur une complexité en fin de bouche. Donc, tu sais, tu vas vraiment avoir le concombre que tu vas ressentir en premier avec les vapes parce que la molécule de concombre, c'est super léger, en fait. Fait que ça va directement aller dans ton nez puis ça va rester présent. Puis en fin de bouche, c'est là qu'on va avoir la complexité. Des petites notes là, que moi, j'associe beaucoup au houblon. Puis une agrume aussi qui va rester super légère. Puis l'agrume, là, c'est pas, encore une fois, c'est pas du pamplemousse. Là, on est vraiment sur de la lime puis du citron. Donc, c'est très. Je pense que c'est un gin qui est très estival, qui va très bien se boire là, sur une terrasse, là, dans un martini ou whatever. Puis j'en profite pour glisser un mot. Les gens qui veulent le boire à la maison, une très bonne façon de le boire, là, c'est en limonade. Fait que gin limonade, honnêtement, je le recommande fortement si vous aimez la limonade à la base parce que juste de la limonade, 3 onces environ, puis 1 once et demie de gin, puis de la glace, puis une bonne tranche de concombre, puis vous allez voir que c'est vraiment dur à battre, puis c'est quelque chose, je le mentionne parce que c'est super simple à faire, là, puis sur notre site web, on a une trentaine ou on va être rendu à une cinquantaine bientôt de cocktails très élaborés, là, de très facile à très élaboré. Gin limonade, très, très facile à faire pour tout le monde à la maison. Je recommande fortement. Là, tu as parlé que quand tu as distillé séparément tes aromates, il y en a que tu as laissé de côté pour un deuxième produit. Tu travailles-tu déjà sur quelque chose? Ça s'en vient-tu? Oui, évidemment. La raison pour laquelle on a fait un gin en premier, c'est que c'était la grosse. Ben, c'est encore la grosse mode. Là, évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup sur les tablettes, sauf que je pense que le gin, c'est une belle façon de se lancer dans le marché des spiritueux parce que tu peux faire un gin qui est très québécois, tu sais, puis tu peux faire. C'est facile à faire, là, tu sais, c'est une distillation du gin parce que tu peux prendre un alcool neutre, contrairement à du rhum, contrairement à de la tequila, contrairement à du whisky. Tu peux partir d'un alcool neutre pour faire ton gin. Donc, c'est plus accessible, mais on travaille sur des prochains produits qui vont avoir des volets éco-responsables encore plus mis de l'avant. Je travaille sur un produit depuis longtemps. Je ne vais pas le nommer tout de suite, par contre, mais on va réutiliser des déchets alimentaires, des déchets, c'est-à-dire on va utiliser des résidus alimentaires pour faire une boisson très prochainement. Très prochainement, je te dirais peut-être hiver 2023. Ouais. Donc, quelque chose plus pour l'hiver. Quelque chose, je pense qu'il se boit bien à l'année longue. Je ne vais pas dire, c'est pas une crème, là, si c'était ça ta question, là, fait que c'est pas une crème, mais quelque chose qui va se boire à l'année longue, qui n'a pas énormément de produits québécois encore dans le domaine. On travaille aussi sur un autre gin qui va être plus, qui va avoir une recette différente. Donc là, on est sur un gin qui est plus concombre, été et tout. On travaille sur une recette qui va être un peu plus agrumes, peut-être un petit peu floral, mais vraiment pas trop. Fait que tout simplement parce on a beaucoup d'idées. Après ça, c'est de voir c'est quoi qu'on aime le plus. T'sais. Fait que c'est souvent ça. C'est souvent ça dans le domaine. Je pense que c'est très facile quand tu aimes ton produit, quand tu aimes ton domaine, c'est très facile d'avoir plein d'idées, de noter plein d'idées, mais tout se joue dans l'exécution puis dans le rendement. C'est compliqué si tu veux mettre un gin sur le marché qui est délicieux, mais qui coûte très cher à produire, qui va coûter très cher sur les tablettes. C'est compliqué, ça va être dur à vendre, évidemment. Mais il y a moyen de moyenner. Fait qu'on on joue dans ce qui est jouable. Ben, merci beaucoup. Meilleure façon de te suivre, pour être au courant. Parce que il y a une page Facebook Fujin, mais le prochain produit ne sera pas sous Fujin. Fait que comment on te suit? Honnêtement, Fujin, pour l'instant, c'est la meilleure façon de le faire. Donc, Fujin QC sur Facebook, Fujin QC sur Instagram. Puis, on a aussi un compte TikTok. Ceux qui ont TikTok, on publie des capsules cocktails assez divertissantes. Moi, j'ai commencé à faire ça pour le fun parce que, étant donné que j'avais un bon background en mixologie, en bartending, j'ai commencé à enregistrer quelques capsules. Puis, ça l'a assez explosé là, sur TikTok. C'est impressionnant de voir les vues et tout. Puis mes capsules sont en français, fait que c'est des gens de la province là, qui voient le contenu. Fait que c'est super intéressant. On s'amuse là-dessus, on se fait du fun, puis on est une gang de passionnés. Fait que le plaisir est toujours au rendez-vous. Donc, Fujin QC sur tous les réseaux sociaux, Pinterest, Twitter, tout ce que vous voulez. Parfait. Ben, merci beaucoup. C'est une belle rencontre, ça. Écoute, ça fait vraiment plaisir, Patrick. Merci beaucoup de l'invitation. Puis bravo pour ce que tu fais, honnêtement. Je trouve que tes podcasts sont toujours super intéressants. Puis c'est le fun de voir que tu fais ça. Puis comme je disais tantôt, je trouve que c'est une belle façon de contribuer à la culture qu'on développe au Québec sur les spiritueux et tout ça. Puis, dernier mot avant qu'on se quitte, le tableau, en tout cas le dessin qu'il y a sur la contre-étiquette à l'intérieur de la bouteille, est-ce que c'est un artiste en particulier? Oui, c'est un artiste, c'est Francis Leduc, qui est un artiste qui vient de la région de Saguenay, qui est à Québec. C'est un ancien collègue de travail à moi qui est artiste aussi, indépendant. Quand il est arrivé avec ce design-là,
j'ai trouvé fantastique parce que c'est minimaliste, mais il y a tellement de choses qu'on peut voir dans ce design-là. Il y a plusieurs façons. Je pense que tout le monde peut avoir sa propre interprétation du design sans que ce soit trop abstrait. Puis, il y a toutes sortes d'émotions, il y a toutes sortes de visages qu'on peut détecter. Donc, c'est fou. Ça représente bien le produit. Puis, on aimait beaucoup ça. Yes. Ben, un gros merci. Puis on se reparle sûrement pour tes prochains produits. Ça fait grand plaisir. Merci à toi, Patrick. Merci, Sébastien. Bye, bonne journée. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.